Bienvenue pour ce... Tout le monde m'entend? Vous m'entendez dans le fond? Oui. Ok, super. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Alter Mardis Parlons Solutions. Avant de passer la parole à Valère Coéréard qui anime cette nouvelle édition des Alter Mardis, qui vous présentera donc dans quelques instants les intervenants, je vais vous dire un petit mot sur les Alter Mardis. Alors, les Alter Mardis Parlons Solutions, un organisateur, le groupe SOS. On va vous en dire un petit mot dans quelques instants, et un remerciement évidemment pour les partenaires que vous retrouvez ici, le Crédit Coopératif, l'Atelier, qui est le centre de ressources régional de l'économie sociale et solidaire en Ile-de-France, la Ville de Paris, qui est un partenaire important de nos événements, les journaux Interdépendance et Macadam et Radio Éthique. Un petit zoom très rapide sur le groupe SOS, donc, qui organise ces événements depuis 4 ans maintenant. Le groupe SOS est une entreprise sociale. Vous avez quelques chiffres clés ici sur les slides. Près de 300 établissements qui accueillent chaque année 250 000 personnes dans la durée. Donc 250 000 personnes accompagnées, soignées ou hébergées, avec un impact sur plus d'1 million de personnes, puisque nous avons aussi beaucoup d'actions de sensibilisation et d'information. 10 000 salariés, avec un credo qui est simple, c'est l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Et nous développons des dispositifs d'excellence pour tous dans différents secteurs, l'emploi, l'éducation, les seniors, la santé, les solidarités. L'emploi, c'est par exemple créer, développer des entreprises d'insertion qui permettent à des personnes en rupture avec le monde professionnel de retrouver un travail, parce que nous considérons que personne n'est inemployable, justement. L'éducation, nous avons des centaines de salariés qui accompagnent des enfants et des adolescents en souffrance, et également leurs familles quand c'est possible. C'est aussi une façon de garantir une réelle égalité des chances. Les seniors et la santé, deux sujets évidemment très importants pour notre société et pour le groupe SOS, en essayant de montrer qu'on peut vieillir dignement dans des maisons de retraite par exemple, qui sont humaines et qui sont vraiment centrées sur le bien-être et l'épanouissement de la personne. Sur la santé des hôpitaux, là aussi un sujet ô combien important, garantir des soins d'excellence pour tous, y compris quand on est précaire, sans mutuelle, etc. Puis les solidarités, secteur historique du groupe SOS, essayer d'individualiser la prise en charge des personnes en difficulté, parce qu'il y a autant de causes d'exclusion, les causes d'exclusion sont multiples, et donc les réponses doivent l'être également. Aujourd'hui, on parle d'un modèle, et le groupe SOS a vocation aussi à l'incarner, qui est celui de l'entreprise sociale, avec une échelle des salaires encadrée. Dans les entreprises sociales, c'est le cas en général. Au groupe SOS, par exemple, c'est de 1 à 10, c'est prévu statutairement. L'absence d'actionnaires, ce qui permet d'allouer les bénéfices au développement de l'activité. Voilà. Donc si vous êtes ici, c'est aussi pour entendre parler de ce modèle qu'on essaye de mettre en avant dans le cadre des Alter Mardis Parlons Solutions. L'idée de ces événements du groupe SOS, c'est de construire ensemble. J'en ai fini avec la présentation du groupe SOS. Vous allez découvrir le site internet dans quelques instants, www.groupe-sos.org. Construire ensemble, ça veut dire que les solutions aujourd'hui, particulièrement en temps de crise, passent par un dialogue entre pouvoir public, entreprise classique, entreprise sociale. En tout cas, on en est convaincu. Et le groupe SOS a vocation justement aussi à être un carrefour pour l'ensemble de ces acteurs. Ces événements le sont aussi. Sur le site du groupe SOS, vous avez les coordonnées de l'ensemble des cadres du groupe, leur ligne directe, leur mail. Donc si vous avez des projets, des propositions de partenariat, surtout, vous n'hésitez pas. C'est aussi l'idée de ces événements, c'est aussi de se rencontrer et de construire ensemble les solutions de demain. Voilà, le groupe SOS, c'est aussi des médias pour partager nos valeurs. Et donc j'ai le plaisir de passer la parole donc pour animer ce débat à Valère Coéréard qui dirige justement les médias du groupe SOS, donc il vous parlera peut-être en 2 mots avant de lancer cet événement. Je vous souhaite une bonne soirée, merci beaucoup. Merci Nicolas Froissart, qui est donc vice-président du groupe SOS. C'est l'occasion de le dire. Je remercie également l'équipe qui organise ces Alter Mardis,
C'est l'occasion de saluer à la fois votre présence, mais aussi celle des internautes qui peuvent nous suivre en ce moment même via le web. Alors en quelques mots, pour les médias du groupe SOS, ils sont au nombre de 4, 3 magazines, le journal du SIDA, Interdépendance et Respect Magazine, et également le réseau de radio associative RAGE, que vous aurez le plaisir de découvrir, ou en tout cas écouter dès le premier semestre 2013, puisque nous arriverons dans le cadre de la RNT sur Paris. Voilà, toutes les infos sont sur le site internet qu'a indiqué tout à l'heure Nicolas Froissart. À l'occasion donc de cette 108e édition, les Alters Mardis, Parlons Solutions, et Macadam ont le plaisir donc d'accueillir pour la première fois en France un certain John Bird, que je salue. On va discuter dans un instant. Tout cela va être traduit en temps réel de façon à ce qu'on puisse se comprendre. Alors c'est la première fois qu'on va avoir l'occasion de l'entendre dans une conférence comme cela en France. Il faut savoir qu'il porte la vente de 125 000 numéros de The Big Issue chaque semaine. Objectif, lutter contre le sans-abrisme. François Fillon également est à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de Macadam Journal et vous nous expliquerez comment l'exemple John Bird, Big Issue, a pu inspirer notamment la relance du titre en passe de devenir un chantier d'insertion. Alors si vous le voulez bien, je fais un petit pitch de nos invités, comme ça on contextualise. Rien ne destinait John Bird à devenir l'un des entrepreneurs sociaux les plus influents de la planète, après avoir connu la rue, la délinquance, la misère et s'en être sorti. Le jeune Anglais décide de fonder en 1991 le magazine The Big Issue avec Gordon Roddick pour venir en aide aux sans-domicile fixe. Puis en 1995, une fondation verra le jour. 21 ans plus tard, The Big Issue est donc devenu le plus grand journal de rue au monde, 520 000 lecteurs au compteur chaque semaine. A noter que John Bird a été désigné entrepreneur social de l'année 2008. Journaliste depuis 20 ans en presse quotidienne puis hebdomadaire, François Fillon collabore auprès du ministre du Travail avant de participer au lancement du premier site d'information sur Internet en 1995, e-business. Vous dirigez aujourd'hui la rédaction de Viva Magazine. C'est, dit-on, le plus important titre de la presse mutualiste française, avec plus d'1 million de lecteurs mensuels. Militant associatif, vous accompagnez le lancement de Macadam, premier journal de rue francophone dans les années 90. Vous êtes aujourd'hui directeur bénévole de la publication, relancé en 2007 en lien avec le réseau international de la presse de rue. Une trentaine de journalistes apportent leur aide chaque mois à cette aventure, relancée donc sous forme associative. C'est bon ? Parfait. Alors pour le programme de la manifestation, d'abord nous allons nous entretenir avec nos deux invités, puis c'est vous qui aurez la possibilité de les solliciter en posant vos questions. Ça, ce sera, enfin c'était prévu aux alentours de 20h15, donc du coup ce sera aux alentours de 20h30. Voilà. Je vous propose donc de commencer cet entretien avec John Bird. Donc, The Big Issue, le plus grand journal de rue au monde, hebdomadaire, je le disais, il est vendu par des sans-abri ou des personnes en grande précarité, créé en 1991, quelques chiffres rapidement, une diffusion à 125 000 exemplaires chaque semaine en Grande-Bretagne, le pic est atteint en 2001 avec 300 000 exemplaires, une présence dans 9 pays, dans l'Afrique du Sud, le Japon, le Kenya ou encore la Corée du Sud, presque 500 000 lecteurs dans le monde, 2000 sans-abri suivis et accompagnés en Grande-Bretagne, 5 millions de livres sterling résultant des ventes de l'année 2011 qui sont directement reversés aux vendeurs. John Bird, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On m'a dit que, et je viens de le répéter, vos interventions sont assez rares en France, notamment. Est-ce que vous attendiez la bonne opportunité ? Yes, I owe everything to France because when I was a 21-year-old, thief and a liar and a cheat and a racist trained in British poverty to believe that blacks and Jews and Indians and French people caused all the problems in the world,
I came to France to escape from the police in England and was turned into a revolutionary Marxist in 1967. Alors effectivement, la France c'est une grande histoire pour John Bird. À 21 ans, alors qu'il connaissait la précarité, qu'il avait connu la prison, donc il s'est enfui en France pour échapper à la police et, dans les années 70 et est devenu à ce moment-là un révolutionnaire aguerri. And it is very interesting, when you are born into poverty and slums and crime and you're an ex-offender and you're an ex-drug user and a rough sleeper and you're a piece of social shit and nobody likes you, when you get rid of all that poison that is put into the minds of the poor, then you really do rise. And I've been rising for the last 45 years. Effectivement, après avoir connu cette situation de pauvreté, d'exclusion, il s'est vraiment rendu compte que c'est en se débarrassant de ce pan de son histoire que depuis maintenant près d'une quarantaine d'années, il a pu s'élever et donc du coup sortir de cette situation difficile. La transition est faite, c'est peut-être l'occasion de nous parler un peu de l'histoire de votre vie avant la création de The Big Issue. C'est pas vraiment banal, si vous pouviez nous en donner les grands traits et puis surtout les points les plus importants selon vous. Well, I think the main point for me was after leaving Paris and in '67 and being a Marxist, Leninist, Engelist, Trotskyist, I then met a very ordinary man in Scotland who became a great friend of mine, and 20 years later I re-met him and he had become a multi-millionaire, and he was the person who gave me the money to start The Big Issue. My experience in getting out of poverty and getting out of crime and out of rough sleeping meant I picked up many skills. I was a beggar, I was a con man, I then discovered work in my 30s and became a printer, and I printed and designed magazines and was very successful in doing that. So when I started the street paper, The Big Issue in 1991, I had enormous range of skills that very few people have the chance to have. I was a printer, I was a designer, I was ex-homeless, I was an ex-offender, I was a user of drink and drugs, I'd been a rough sleeper. There was enormous experiences, and I was a beggar, because if you can't beg, then you're in the wrong business. Après avoir quitté Paris en 1967 et donc après avoir embrassé le marxisme et la révolution, donc il rencontre Gordon Roddick en Écosse, avec qui il est devenu ami et qu'il recroisera 20 ans plus tard. Gordon Roddick, entre-temps, est devenu multimillionnaire en créant la chaîne The Body Shop, et donc il aidera à lancer The Big Issue en 1991. Avant le lancement de The Big Issue, il a porté plusieurs casquettes. Il a notamment travaillé dans une imprimerie qui imprimait des magazines. Et il considère que son expérience de sa vie passée, aussi bien en ayant connu la prison qu'en ayant connu la rue, l'alcool, la drogue et surtout la mendicité, ça lui a permis de construire sa personnalité et surtout de trouver les ressources pour créer en 1991 The Big Issue. Mais lorsque on a une première vie qui peut finalement constituer une seule, hein, cette première partie de vie, à quel moment il se passe ce déclic et ce choix de s'engager dans un projet structuré? Parce qu'on a l'impression que la première partie était assez déstructurée, kaléidoscope, et puis après c'est devenu beaucoup plus structuré. Qu'est-ce qui se passe là? In 1991, there were many problems for homeless people on the streets of London. There were thousands of them.
the result of Margaret Thatcher's defenestration of the mental health system, of the prison system, and parking many people up in social security and emptying big industries. It was an enormous change that took place, and it affected the streets of London. Gordon Roddick was in New York and he saw a street paper called Street News, and he came back to the UK and thought this was a great idea to have a street paper in London which would work with people on the streets to stop them getting into crime. He asked me to get involved. I wouldn't get involved because I have no time for charity. I don't have a sentimental attachment to poverty. As far as I'm concerned, the poor need to get out of poverty, and I don't want to do anything that slows them down in the process. So I didn't get involved until Gordon Roddick said he would give me an independent means by which I would create a social business, and then I would create hand-ups, not handouts, because the poor are condemned throughout the world because there are too many people not giving them opportunity but giving them handouts. En 1991, il y a des problèmes par rapport aux sans-abri qui sont extrêmement forts à Londres, et ces problèmes sont notamment aggravés par l'arrivée au pouvoir, ou plutôt l'exercice du pouvoir de Margaret Thatcher. Les services publics, notamment en termes de santé, notamment en termes de prison, qui sont mis à mal. Donc vraiment une problématique très lourde à Londres et énormément de sans-abri. Son ami Gordon Roddick, auquel il a fait référence un peu plus tôt, entre-temps était allé à New York et avait vu un journal de rue qui s'appelait New Street, et il s'est dit que c'était un exemple absolument remarquable et qu'il fallait le dupliquer, qu'il fallait l'amener à Londres. Gordon demande à John de s'impliquer dans ce projet, sauf que John, dans un premier temps, refuse de le faire parce qu'il considère que ce projet tel qu'il le présentait était beaucoup trop axé sur de la charité. Or, pour John, ce n'est pas vraiment une bonne solution. Il considère dans son discours et par rapport à sa vie qu'il faut aider les personnes dans le besoin à s'aider eux-mêmes et pas les entretenir dans une situation de mendicité. Et ce n'est qu'à partir du moment en 1991 où Gordon Roddick lui dit qu'il va lui donner les moyens de créer vraiment une entreprise sociale, un social business qui ne sera pas axé sur la charité mais vraiment sur comment venir en aide d'une façon très concrète auprès de ces sans-abri, qui décident de s'embarquer dans l'aventure. The other interesting point, one of the reasons I had never liked never liked charity is because from the age of 7 till the age of 10, I was brought up by the Sisters of Charity, and really it was the worst experience I'd ever had. So my take on poverty was totally different from the 501 homeless organisations that existed in London. I was not sentimental about the poor. I wanted to give the poor an exit strategy out of poverty. And the other thing was, I wasn't prepared to accept the poor as a different species, because what has happened in modern civilization is that we tend to look upon the poor, or we're taught to look upon the poor as though they are a separate species. They are not of the same species as us. So we give to them. And by giving to them, we turn them into dependence on us. So the street paper movement, of which Macadam, the Big Issue, are all expressions are giving the homeless the chance of making their own money, standing on their own 2 feet, and becoming like you and me, and being able to decide then what to do with their time and their money. Par rapport à son discours sur comment est-ce qu'il faut venir en aide aux sans-abri, il a aussi une expérience personnelle de 7 à 10 ans. Il a été placé auprès d'une association qui qualifie une association qui s'engageait dans la charité, et ça l'a profondément traumatisé. Et donc il a décidé, un peu à rebours de nombreuses associations, de construire une pensée selon laquelle les pauvres en Angleterre, du moins, étaient considérés vraiment comme une population à part à qui il fallait donner
Or, en leur donnant, c'était une façon de les entretenir dans cette situation de précarité. Et c'est en cela que les mouvements de journaux de rue type Macadam et de Big Issue ont une philosophie qui consiste à dire plutôt que de donner, il faut leur donner plutôt les outils, à travers notamment un travail, pour se sortir de cette situation. L'idée, c'est que The Big Issue, Macadam, soient des outils donc, pour lutter contre l'exclusion, mais quelle est votre analyse des politiques publiques aujourd'hui en Grande-Bretagne, parce que Margaret Thatcher n'est plus au pouvoir? Quelle est la situation et est-ce que vous avez une solution si vous-même vous étiez aux commandes? Well, what Margaret Thatcher did was she created a new welfare state. Up until 1985, we had one of the best functioning welfare states in the world. After 1985, Margaret Thatcher closed down thousands of businesses, which led to nearly 1 million people being put onto social security. And by doing that, she warehoused, she parked up a whole generation of people who've now become 2, 3 generations since. So now you have 4 to 5 million people in the United Kingdom who are dependent on benefit, but they will never have a life beyond benefit. They'll never go to the university. They'll never have a full-time job. They'll never have the kind of freedoms that democracy is supposed to give you. They are just parked up, they are warehoused. So now, more than ever, we need initiatives like the Big Issue, social initiatives like Macadam, like SOS. We need to be bringing a new form of business into being, because we can't leave it to the business community, and we can't necessarily leave it to charities. We need to create a new, innovative, entrepreneurial form of giving and of providing for work and social justice through opportunity. En 1985, c'est vraiment un tournant pour la Grande-Bretagne parce que Margaret Thatcher casse le service public, ce qui a eu pour résultat de placer des millions de personnes dans une situation où ils dépendaient énormément des aides sociales. Et c'est une situation qui perdure encore aujourd'hui en Angleterre, ce qui fait qu'il estime entre 4 et 5 millions de personnes aujourd'hui qui dépendent des aides sociales et qui n'auront jamais accès à une éducation, à l'université, à un travail qualifié. Et donc, il considère que plus que jamais aujourd'hui, des initiatives telles que Macadam, Big Issue, et plus largement des entreprises sociales ont vocation à investir ce champ, à être innovantes, parce que les pouvoirs publics, parce que les systèmes associatifs ou les entreprises classiques ne sont pas forcément à même de mener ce type d'initiative, alors que les entreprises sociales peuvent apporter une pierre à l'édifice. Vous avez failli vous présenter au municipal de 2007. Sous quelle étiquette on vous aurait mis alors un social libéral c'est quoi là? It's very difficult for a provider. I'm a provider. That means I have to negotiate with governments, whether they are left, whether they are right, whether they are centre. I have always found it very, very difficult to be a person who meets the Queen and meets the top business people, because they, in their way, will help our vendors. Every time I meet the Queen, or I'm on television, or meet with the Prime Minister, our sales go up. So I have to sell my ass, if you don't mind me saying so. So if I was to become a mayor, I would be the strangest political complexion, because I would always be thinking, how can I help the poor stop being poor? And
Therefore, the ideological road, which I've spent most of my life on, is not available to me in any public position I'm in today or might be in the future. Il est dans une situation assez complexe parce qu'il passe son temps à négocier avec les pouvoirs publics. Il a rencontré plusieurs fois la reine, il a rencontré les premiers ministres des différents gouvernements qui soient travaillistes ou conservateurs. Et évidemment, quand ces rencontres sont médiatisées, ça a un impact immense sur les ventes de The Big Issue. Donc pour lui, il y a vraiment aussi un enjeu de penser aussi à quel impact est-ce que sa couleur politique aurait sur les ventes de The Big Issue. Donc si jamais effectivement il avait donné suite à sa candidature, il considère qu'il aurait été d'une couleur politique non identifiée et extrêmement étrange dans le paysage politique. Juste avant de parler davantage du média et du journal, une dernière question qui me brûle les lèvres, c'est John Bird devant la reine. Vous avez vécu un truc à ce moment-là. Quoi vous avez pensé? I'm not a royalist. I have never met anybody who's impressed me more than I've been impressed by myself. By that I mean, when you meet people like me who have been a part of the problem and who then stay around to become a part of the solution, then you know that you have met the real people in life. So I have never met anybody who impressed me as much as my own family and the people I meet who have been sellers of the big issue, who have stayed on to help other people, who have gone to other parts of the world, and you see how once they were crazy arseholes and suddenly they are helping other people. That to me is one of the reasons why I keep going, because I meet so many people who were a part of the problem becoming a part of the solution. That's wonderful. Par rapport à sa rencontre avec la reine, il dit que bon, il n'est pas royaliste et que ça l'a pas franchement impressionné. En revanche, ce qui l'a beaucoup impressionné, c'est des personnes comme lui, à savoir des personnes qui font partie de la solution et qui apportent des solutions aux problèmes. Donc il dit que plus que la reine, ce sont surtout les vendeurs notamment de The Big Issue qui ont pu connaître des situations de criminalité et qui pourtant s'intègrent après dans un dispositif où ils deviennent eux-mêmes une partie de la solution au problème. On va parler du média, a priori à présent, si vous le voulez bien, The Big Issue. Donc le journal a été créé en 91. C'était votre solution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques minutes comment s'est passé concrètement, opérationnellement, le lancement, la création du média? I talk too much. It was created by the very simple. I took a friend who, like me, had experienced homelessness, and I went and I spoke to homeless people and said, "Would you like to sell a street paper?" Most of them said anything was better than begging. I went to the police and I said to the police, I'm going to try and get homeless people selling the paper. And they said, if you can get these people doing something other than crime, then we will leave you alone. I then got together a team of writers. Some of them were homeless writers. Some of them were people who have been in the prison. Some of them were students. I got a load of students. And I started to simulate the production of magazines. I did about 10 issues of The Big Issue before I produced the first one. I then employed people to go out and talk and bring in the homeless. So it was a very, very dumb, simple, methodical thing. I knew that the technical side of the printing was easy. What I didn't know was whether the homeless themselves would sell the paper. And that was the most difficult thing. On the first day we had 5 people selling the paper. And we had loads of press. So we had to take these 5 people and dress them differently and move them around to
so we had to do a lot of lying and cheating. And because I've always been a liar and a cheater, it came very easy. En fait, à l'origine, avec un ami, ils sont allés à la rencontre de sans-abri et leur ont demandé est-ce que vous seriez prêts à vendre le numéro d'un journal de rue. Et quasiment unanimement, chacun répondait que oui, que tout était mieux que de rester dans la mendicité. Il s'est également adressé à la police qui a trouvé l'idée très bonne en disant à partir du moment où ça leur évite de tomber dans la délinquance, on vous laissera tranquille si jamais vous décidez de vendre des numéros de The Big Issue. Alors il a réuni un pool d'écrivains, de personnes qui pourraient contribuer, qui ont présenté des profils très différents, et a simulé la rédaction de numéros. Il a fait 10 faux numéros avant de se lancer vraiment très concrètement dans la production de The Big Issue. Il a par la suite employé des personnes qui avaient pour mission d'aller à la rencontre des sans-abri et de les ramener à la rédaction pour qu'ils puissent vendre des numéros de The Big Issue. Ce qui n'était pas évident au début parce qu'il se demandait est-ce qu'on va réussir à inciter des sans-abri à venir travailler et à venir vendre des numéros. Et d'ailleurs au tout début, quasiment les premiers jours, il n'était que 5 sans-abri à s'être présentés, ce qui posait une problématique évidente par rapport au volume de magazines qu'ils avaient produits. Il y avait une question centrale, donc c'était la diffusion, mais il y a une autre question centrale quand on fait un journal, c'est la rédaction, ce qu'on appelle la ligne éditoriale, le contenu. Là, comment c'était calé et quelle était la ligne éditoriale lorsque vous avez lancé The Big Issue? I am a radical, and I would only produce a radical publication. But if you look at the publication, The Big Issue, it's never been radical. So there is a contradiction. The radical thing in the creation of The Big Issue is not its content, but the way it is sold. Because what it is that it takes somebody and it gives them the chance of making enough money to pay for their drugs and their drink and anything else so that they don't have to commit a crime to do that. Up until that point, a homeless who had drink and drug problems or who did not have the means to feed themselves would have to resort to crime to do it. So my radicalism, I was more interested in making in radicalizing the lives of the poor. With regard to the contents of the publication, it has remained steadfastly through 21 years. It has remained steadfastly confused, which means that it is good, bad, and indifferent, like virtually every other publication. But one of the things it hasn't been is religious. It hasn't been following a party line. Because when you work in the world of homelessness or in the world of need, you will see a conservative government doing horrible things to the poor, and then it will be followed by a Labour government who will do horrible things to the poor. And then you'll have a conservative government who may or may not do things for the poor. They all take it in turns. There is a system, and the system is divided in such a way that the people who suffer in modern politics are the poor in some way or another, even though some of them are your friends and some of them are your foes. Il se définit comme un radical, donc on aurait pu s'attendre à ce que le contenu soit lui-même radical. En revanche, c'est pas vraiment le cas. C'est surtout dans la façon dont est approchée la question de la vente des numéros de The Big Issue qui se veut radical. Pour résumer, il dit que les personnes sans abri qui vendent The Big Issue présentent souvent des problèmes de toxicomanie, et son objectif, du moins dans un premier temps, c'est d'éviter qu'elles tombent dans la délinquance lorsqu'elles vont s'acheter de la drogue. Donc au moins à travers la vente de numéros et les revenus que ça engendre pour elles, ça leur permet de sortir de la criminalité lorsqu'ils vont s'acheter de la drogue. Donc c'est en cela que son approche est radicale. Pour ce qui est du contenu, The Big Issue existe depuis maintenant 21 ans, et il dit que sa ligne éditoriale est plutôt confuse, c'est-à-dire qu'ils ont pu produire des choses qui étaient bonnes, des choses qui étaient moins
moins bonne. En revanche, un marqueur très fort, aucun discours religieux ni aucun discours politique n'ont été relayés dans The Big Issue. I'll give you an example of one issue. In 2003, there were many millions of people who wanted to go on a demonstration against Mr. Blair and the war in Iraq. And many of the articles in The Big Issue were saying, let's meet on the demonstration. And then there was one lone voice, and that was my voice, saying, don't go on the demonstration, because the demonstration is a pile of shit. What will happen is that you'll go on the demonstration and nothing will happen, and then in 6 months' time, the next demonstration will be much smaller, because that is what's, the system works so that you use up all your energy, and then all your energy goes. And what I said, 5,000 people join the Labour Party of Mr. Blair and dismantle it from within. Because by using politics in a true sense of the word, and not just waving at the cameras and waving at the police, you may get a great sense of solidarity, but it doesn't change the world. The only way the world will be changed is that we start getting into the political parties, and by dismantling the arrogance of people like Tony Blair. So we have always had people like me saying contrary things, while other people have been doing the typical left thing, the typical liberal thing, a demonstration, a protest, and all that. And then me saying, I've had 40 years of demonstration, 50 years of demonstration. I want politics now, I don't just want demonstrations. À titre d'exemple, en 2003, il y avait des grandes manifestations contre le gouvernement de Tony Blair lorsqu'était envisagée l'intervention de la Grande-Bretagne en Irak. Et The Big Issue avait relayé de nombreux articles se prononçant en faveur de cette manifestation et incitant les gens à y participer. Lui, donc il y avait une voix au sein de The Big Issue qui ne tenait pas le même discours, en l'occurrence celle de John, qui disait que finalement ces manifestations ne servaient à rien parce que le gouvernement ne fléchirait pas, que 6 mois plus tard une autre manifestation aurait lieu probablement, mais qu'elle serait de moins grande ampleur, et finalement beaucoup d'énergie dépensée pour très peu de résultats. Et donc il a plutôt dit, quitte à dépenser l'énergie, quitte à se mobiliser, autant, en l'occurrence en 2003, adhérer au parti travailliste de Tony Blair pour pouvoir le modifier de l'intérieur et pour pouvoir avoir vraiment un impact sur les décisions politiques, parce qu'il considérait à l'époque que le gouvernement de Tony Blair, comme d'autres auparavant, n'apportait pas de solution pérenne et efficace pour les sans-abri. Pour terminer sur l'histoire du lancement, la petite minute où on balance, qui vous a soutenu ou au contraire enfoncé lorsque vous avez lancé ce projet? Je ne sais pas, peut-être des entreprises, des hommes politiques, des personnalités? The people who hated us, and hated me in particular, because I was ex-homeless and I wasn't a professional, were the 501 homeless organisations that existed in London. When I started, they hated me. I was hated by many of my ex-Marxist friends because I was reforming capitalism. I was hated by members of the Labour Party who thought that all the problems should be solved by the state. And I was often loved by some very, very creepy and horrible people who were on the conservative left. And what I had to do was to remind them, remind the public, that self-help is read in tooth and claw, in a political sense as well as in a physical sense. And that is that the self-help movement, which was the cooperative movement that built much of our politics in the 19th century, needed to be returned to. We needed to go back to a kind of self-help that wasn't to do
with self-helping your way to becoming a 1%er, becoming a Steve Jobs, but a self-help that gave you the chance and your family to get out of poverty once and for all. Les gens qui le détestaient assez paradoxalement et en raison de son histoire de sans-abri étaient les 501 associations qui venaient en aide aux sans-abri à Londres parce qu'elles n'approuvaient pas son approche de la situation. Parmi les gens qui n'aimaient pas non plus, il y avait les marxistes parce qu'il avait décidé d'accompagner le capitalisme et de voir comment est-ce qu'il allait pouvoir travailler avec. Et les travaillistes aussi qui considéraient que l'État devait être extrêmement présent auprès des sans-abri et des pauvres, alors que lui développait une philosophie qui consistait au le self-help, c'est-à-dire il fallait leur apprendre à s'aider eux-mêmes. Donc finalement, ce sont surtout les conservateurs et des personnes qui, par rapport à son parcours, peuvent être considérées comme peu recommandables, qui appuyaient son projet, qui finalement avait pour finalité de dire il ne s'agit pas de faire en sorte que les pauvres fassent partie des plus riches, mais qu'au moins ils puissent sortir de cette situation et avoir une existence à peu près normale. Sorry, I'd just like to add the fact that it really is important to get into the spirit of what it's like to be poor. Because I think if you can get into the spirit of what it's like to be poor, when you get out of poverty, one of the first things you realize is that truth disappears when poverty arrives. Honor often disappears. Disloyalty is often in evidence. There is no purity when you're poor because you have to work so hard at just feeding your children. And what I've always tried to sell is this idea that a poor person who stays to help other poor people has to learn the skills and the tricks and the games that are run by the world is run by liars and cheaters. It really is. And there are so many con men on the left and the right and the centre to tell you that. But what we really need is we need people who are going to take the methodology of the con men, of the liars and the cheats, and use it in such a way for the benefit of the poor. You have to, in a sense, learn that ugly system where you become a kind of courtesan and you hang around the king in order, because the king on many occasions can close you down. I have to deal with police officers who loathe everything I do. I have to do with politicians who I loathe everything what they do, because you have to suffer from the reality of real politique. Ce qu'il faut bien comprendre, selon lui, c'est essayer de se mettre dans l'état d'esprit de ce qu'est être, ce qu'il appelle être un pauvre. Selon lui, il n'y a aucune pureté dans le fait d'être pauvre, que souvent les valeurs de type l'honneur, la loyauté ont tendance à disparaître lorsqu'on est dans ce genre de situation. Et donc c'est quelque chose qu'il faut bien appréhender. Il dit par ailleurs que le monde tel qu'il a pu l'expérimenter, les gens, que ce soit des politiques ou que ce soit des représentants de la police par exemple, le monde est dirigé par des gens qui sont qualifiés des menteurs. Et que avec cet état de fait, autant utiliser leur méthodologie, leur façon de diriger le monde pour pouvoir justement jouer le même jeu qu'eux et donc être in fine réellement utile pour les pauvres. On a regardé dans le rétroviseur depuis tout à l'heure, à la veille de 2013, quel est votre sentiment et quel bilan vous tirez de cette aventure ? I see the big issue as a A&E department of a hospital. I am one of the persons who works in the hospital with my staff and with many homeless people and ex-homeless people. One is always dealing with tragedy, one is always dealing with crisis, and you keep doing this, and you keep doing this, and you keep doing it. And unfortunately, the water is getting deeper and the problems are getting worse
because the streets are worse, there is more confusion, there is less support for the poor. We don't help our mentally ill people. There are real problems. And strangely enough, you often get help from business people who look at the whole thing and they say, maybe I can help. Then you get help from people who maybe are from the right wing and they're doing it for their own reason. Or you get help from celebrities who are doing it because they want to sell a record. Whoever it is, if you can extract, as the big issue has done, remarkably, over the last 21 years, how to survive not just your enemies, but also survive your friends. Because often your friends do things against you. Often people say things about the big issue that would astonish you. We now work with a lot of Roma people. Probably about 30% of the people we work are Romas, which are the gypsy people. And you know what? We get slagged off by the left, the right, and the centre. And we work with those people because if we don't work with those people will get into more and more trouble, and they will cause more and more grief to themselves and to the public. So how we've survived is really by a bit like being in a boxing ring and you're not very good at fighting, but you do know how to keep out of the way, and you bob and weave and you duck and dive. You've got very good footwork, but you don't know how to deliver the mighty punch. En fait, il voit The Big Issue depuis 21 ans quasiment comme un hôpital et comme s'il gérait un service d'urgence depuis 21 ans, sauf que les problèmes sont de plus en plus graves, que les conditions de vie dans la rue sont de plus en plus difficiles et que les problématiques sont de plus en plus lourdes à porter pour ceux qui vivent une situation de grande exclusion sociale. Il constate par ailleurs que, étrangement, ce ne sont pas forcément les personnes qu'on attend le plus qui sont le plus utiles et qui viennent en aide le plus efficacement. Il dit que notamment des grandes entreprises, parce que certes elles y voient un intérêt pour elles, vont avoir un impact sur la situation des sans-abri. Il dit que des célébrités, parce qu'elles ont envie de vendre, de se faire une bonne image et de vendre des CD par exemple, vont également avoir un impact positif. Que ce ne sont pas forcément ceux qu'on attend qui sont le plus utiles. Et à titre d'exemple, en ce moment, ils sont en train de travailler énormément avec les immigrés roumains qui sont employés dans The Big Issue pour vendre des numéros. Et avec ces populations qui prennent en charge, ils sont vraiment mis à mal par les pouvoirs publics qui critiquent énormément. Et il dit que depuis 21 ans, le discours est toujours le même, c'est que si lui ne fait rien, ils vont rester dans une situation de mendicité, potentiellement de délinquance, et la situation va s'aggraver de plus en plus pour eux. Donc en fait, ils considèrent depuis 21 ans qu'ils sont The Big Issue dans un ring de boxe, qui ne savent pas nécessairement bien se battre, mais qu'en tout cas, ils savent bien esquiver les coups. But the other interesting thing for me, and maybe the biggest influence that the big issue has, is not actually in the big issue, and it may not even be amongst homeless people, but it's amongst the growth of awareness amongst many organizations that come and work for the poor, who work with the poor, who are now increasingly involving the poor in their own salvation, involving the poor in their own redemption. Because the answers to poverty are not to be found in us. The answers to poverty are to be found amongst the poor. The poor will free themselves. And the way they will free themselves is because we will help to remove the shackles, the things that stop them from getting out of poverty. That is the revolutionary future that I think that the big issue has sowed seeds of all over the world. The big issue has created papers all over the world, and wherever we create a paper, we create the idea that the poor themselves have to be involved in their own redemption, their own salvation. And that, going back 21 years ago, there wasn't much of it. And we have helped to reform the very process of giving and making it constructive
And that is why social businesses, which didn't exist really in the UK 21 years ago, there are thousands and thousands of them now, all taking this very idea of getting people working, getting them studying, getting them into proper housing, getting them in, facing up to their drug problems and getting them into detox. All of this has changed largely, and I'm not the only one who says this, because of the influence of the Big Issue and a number of other smaller organizations that have sold the idea of self-help. La plus grande influence en réalité de The Big Issue selon lui n'est pas tellement l'impact que le magazine a pu avoir sur les sans-abri, mais plutôt sur cette idée qui a commencé à germer dans la société que la vraie solution était de donner aux exclus les outils, les armes pour s'aider eux-mêmes. Il considère que c'est ainsi qu'on va pouvoir, selon ces termes, les libérer de leurs conditions, et c'est réellement son objectif d'installer cette idée un peu révolutionnaire que les pauvres sont les propres acteurs de leur libération. Et il considère que les entreprises sociales, qui n'existaient pas il y a 21 ans en Angleterre, mais qui commencent à se multiplier, sont une traduction de cet état d'esprit. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs en Angleterre reconnaissent que The Big Issue, mais aussi d'autres associations peut-être de moins grande envergure, ont réellement contribué à l'émergence de ce nouveau type d'entreprise qui réfléchissent de cette façon. Une dernière question avant de me tourner vers François Fillon. John Bird, on parle de presse, de médias. Forcément, on aimerait bien un petit scoop, parler de vos projets et que vous nous appreniez quelque chose. J'imagine qu'en 2013, 2014, il y a des projets qui sont en train d'émerger. My big project my role in the Big Issue is the R&D man, which is what is the future. I am in love with the idea that the next big thing for the Big Issue is that we have to move beyond the streets. It has been very, very difficult getting jobs for homeless people over the last 21 years. We've done it here and we've done it there. But none of the big changes have been possible for thousands and thousands of people that we work with. So we have started a magazine called Answers from Big Issue. It is a digital magazine, and we are beginning to employ homeless people to become content providers, which means news gatherers. So we're beginning to train up some of the most disenfranchised people in the United Kingdom in the ability to collect news and to begin to report on projects. At the same time, we are developing a new way of working with the magazine. We found that when we take the magazine to businesses and schools and to universities, and we employ homeless people to do that, so that they move from being vendors on the streets to be deliverers, we found that the interest from the public is enormous. Like in France, even if you covered all the big cities, even if you had thousands of vendors, there will still be millions of people who can't get the Big Issue or macadam. So what we need to do is we need to take the product to them, and we need to train the homeless up in new jobs, in marketing skills, in reading and writing skills, in making little films, and all those things that can be embedded on the website. So my big issue now is, how do I get that person who says, I don't want to sell on the streets anymore, it's hard work, it's debilitating, and sometimes it's embarrassing because people just walk by. So that is my big issue. But the real big issue behind it all, and I speak here personally, is that we have to try and find a way of bringing together all of the energies of all of the projects, all of those wonderful
inventions that are out there, but they don't coalesce. They don't converge their energies. They're like bright lights here and bright lights there and bright lights all over the place. So the Big Issue has started something called Big Issue Connect. And Big Issue Connect is about highlighting and oxygenating all those wonderful projects and bringing their energy together. Because if we can bring the energy together of 1,000 of the best social businesses and social projects in France, in Italy, in Germany, all over the world, if you just bring 1,000 together, you imagine the power of 1,000 of these kind of projects. If any one of you go out today and pick up a Coke can and recycle it, it will mean nothing. But if 1 million of us do that, it's the power of collectivity. It's the power of coming together. We have to tap into that power. If we really don't like the gap between rich and poor, then we have to stop making the fortunes of the rich and of the rich. We have to start doing training in a different way. In the UK, the biggest supermarket business is Tesco's. They get their money from us. They don't rob us in the middle of the night. Collective action is the future, and it's the most wonderful piece of optimism that one can throw into the air for the year 2013. Sorry, I'm losing my voice. Au sein de The Big Issue, John s'occupe effectivement des projets d'avenir. Le constat qu'il dresse aujourd'hui, c'est qu'il faut de plus en plus que The Big Issue sorte de la rue. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de créer un magazine digital qui s'appellera Answers from the Big Issue, qui aura vocation d'une part de permettre aux sans-abri d'être eux-mêmes fournisseurs de contenu pour ce magazine en ligne, parce qu'ils sont les mieux placés aussi pour faire remonter une information qui vient vraiment du terrain, qui vient de la rue. Par ailleurs aussi, ils sont en train de repenser leur modèle de distribution de The Big Issue et petit à petit créer de nouveaux métiers, passer d'une logique de vendeur plutôt à une logique de livraison de The Big Issue, parce que le constat également, c'est qu'il a beau placer des vendeurs à peu près partout dans les points, les centres importants des grandes villes, ça ne permettra jamais de vendre finalement assez de numéros de The Big Issue, alors que développer une offre d'abonnement ou de précommande de numéros de The Big Issue, l'impact se situera vraiment ici. Donc son défi, c'est vraiment de faire en sorte que le vendeur est un travail dans lequel il se sent de plus en plus valorisé et de moins en moins humilié. Il considère par ailleurs qu'il faut absolument fédérer les énergies, que des projets, notamment des projets d'entreprise sociale, existent en Angleterre, mais à travers également toute l'Europe. Et donc The Big Issue a vocation également à fédérer tous ces projets, toutes ces énergies, à travers un projet qui s'appelle Big Issue Connect. Il considère que si jamais il parvenait à réunir des centaines et des milliers d'initiatives ensemble, l'impact serait évidemment énorme, et qu'il nous revient à chacun collectivement d'inventer de nouveaux modèles, d'arrêter de se reposer sur le constat qu'il y a des riches et qu'il y a des pauvres, mais de devenir nous-mêmes des acteurs et vraiment agir pour réussir à changer cette situation. John Byrne, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. C'était sans doute les plus faciles. Celle du public arrive d'ici une dizaine de minutes, donc deuxième acte dans un moment. Je me tourne vers vous, François Fillon. Rebonsoir, vous êtes directeur de la publication de Macadam. Quand on entend John Byrne, très bien traduit d'ailleurs, bon, vous connaissiez bien, je crois que vous avez largement participé à la vie de John Byrne, mais quel est votre sentiment après cet échange et cet entretien? D'abord que ma vie est sûrement moins passionnante que celle de John Byrne, je m'en excuse, hein, ce sera plus rapide. Mais une chose vraiment intéressante que j'ai appris tout à l'heure, j'étais persuadé que Big Issue était le premier titre de rue à être né. En fait, vous avez repris une idée américaine. Nous, on s'est tout simplement inspiré de la vôtre en 93. Macadam est né en fait suite à un week-end qu'avait passé une journaliste à Londres et qui avait repéré Big Issue à l'époque. Aider n'a jamais été... I'm very proud to be number 2. C'est bien la conclusion. It's a wonderful position.
Aider n'a jamais été aussi agréable à lire, c'est le slogan de Macadam, ça en dit beaucoup. Vous faites le portrait du journal? Alors, le portrait du journal, je vais peut-être dire quelques mots en fait sur la renaissance de Macadam, si vous voulez bien. 2007? 2007, c'est ça. Il y a 5 ans, le journal a été relancé. Il existait depuis 1993 avec une petite interruption dans les années 2000. Et alors, moi j'avais participé au départ, mais vraiment très loin, j'étais journaliste, j'avais fait des papiers sur Macadam, j'avais rencontré les gens qui l'avaient lancé. Et en 2007, le journal n'existait plus. J'étais à l'époque, j'étais journaliste à Lyon, et je connaissais les vendeurs de Macadam depuis de nombreuses années, que j'avais côtoyés, que j'avais interviewés régulièrement, j'avais fait leurs portraits dans différents médias. Et ils étaient venus me voir en me disant, 2 vendeurs d'entre eux étaient venus me voir en me disant, on te connaît toi, on ne connaît pas de journaliste, mais Macadam n'existe plus, c'est notre seul lien qu'on a avec la société. On a des difficultés parce qu'on vit depuis des mois avec des anciens journaux qui étaient dans des dépôts, il n'en existe plus. Est-ce que tu pourrais nous aider à relancer le titre? Moi, je leur avais dit oui, mais sans trop réfléchir à ce que ça représentait à l'époque. Et puis, dans ces vendeurs-là, il y avait un certain Gabriel Godilla, qui est aujourd'hui président de l'association qui diffuse le journal. Pour vous dire en quelques mots le projet Macadam, on l'a construit en fait avec les vendeurs. C'était vraiment le but. Si le journal se relançait, c'était avec les vendeurs qu'ils aient leur mot à dire, y compris sur la ligne éditoriale, y compris qu'ils puissent intervenir en permanence sur le choix des sujets, sur ce qu'on en faisait. Et aujourd'hui, c'est une association où on va être une quinzaine d'administrateurs et il y a à peu près moitié vendeurs ou anciens vendeurs et moitié journalistes. En quelques mots, la rédaction se fait depuis 5 ans, ce qui n'est pas évident et ce qui est un vrai miracle de sortir tous les mois un journal qu'avec des bénévoles. On dit une trentaine, mais je pense qu'on est vraiment une vingtaine de journalistes actifs, dont plusieurs dans la... D'ailleurs, ça fait rire quelques collègues qui disent c'est toujours nous qui bossons, mais c'est vrai que sortir tous les mois un journal, et on essaye de faire de qualité, c'est pas évident. Combien de personnes interviennent pour la diffusion? De vendeurs, vous voulez dire? Il doit y avoir un réseau d'une centaine de vendeurs assez réguliers, et puis on essaye de renouveler en permanence les forces de vente. Alors, je te répète un petit mot, je ne sais pas si je le dis maintenant, mais on essaie de travailler beaucoup sur le statut des vendeurs. Si vous voulez, on peut en dire un mot. Depuis 1993, le statut qui avait été négocié à l'époque avec Simone Veil était le statut des vendeurs colporteurs de presse, c'est-à-dire un statut qui permet à tous les vendeurs, au départ c'était vraiment plutôt des personnes à la rue, des SDF, le public a légèrement changé au fil des années. Le statut, c'est chaque vendeur vend le nombre de journaux qu'il veut, où il veut, quand il veut. On n'a aucune pression ni sur le lieu, ni sur la quantité. Par contre, la vente des journaux peut se cumuler avec les minima sociaux qui touchent. Depuis, on réfléchit beaucoup, et notamment avec les vendeurs eux-mêmes, pour dire la vente du journal, c'est pas forcément de l'insertion, c'est pas simplement vendre un journal. Donc on voulait travailler sur le statut des vendeurs. On a trouvé une manière, il y a quelques mois, avec la ville de Paris, cette partie département de Paris, où on travaille sur un dispositif expérimental qui s'appelle le dispositif Premières Heures. On a 20 postes sur l'année 2012. Anne-Claire, qui est là au premier rang, travaille dessus avec acharnement pour essayer que les vendeurs soient salariés et un vrai travail et soient salariés de l'association. C'est ça le but. C'est une deuxième étape et on espère à terme, dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, pouvoir déboucher aussi sur un atelier chantier d'insertion. Toujours dans le but de se dire qu'il faut aller plus loin dans l'insertion et pas seulement que ce soit juste l'acte d'achat dans la rue. Oui, pardonnez-moi, c'est une question un peu banale, mais justement l'acte d'achat, lorsqu'on paye X euros le journal, la somme va totalement pour le vendeur, c'est réparti. Et quel est le modèle économique aussi de Macadam? Alors la question est compliquée parce qu'on travaille justement sur le modèle économique actuellement. On était parti au départ, je vous ai dit, tous bénévoles avec
la fleur au fusil et un grand cœur. On s'est dit on va tout donner ou pratiquement aux vendeurs. On affiche partout, le vendeur touche 1 euro, l'association garde 1 euro. En réalité, sur Paris par exemple, l'association ne garde que 70 centimes et le vendeur prend 1,30 € pour lui sur les 2 euros de vente dans la rue. On s'aperçoit au bout de 5 ans que c'est difficile de faire fonctionner une association qu'avec des bénévoles, pratiquement, que 70 centimes, ça ne suffit pas pour faire vivre un journal. Et on est justement actuellement en train de réfléchir sur le modèle économique, c'est-à-dire sur ce qui revient à l'association, sur comment on peut faire fonctionner, y compris la partie sociale, bien sûr, vis-à-vis des vendeurs, mais aussi sur le contenu du journal. Et on réfléchit, bien sûr, à pouvoir peut-être insérer de la publicité, peut-être pouvoir se rapprocher aussi auprès de groupes ou de structures qui existent et qui travaillent déjà dans le domaine de l'insertion. La presse est en crise, bon ça c'est pas un scoop pour le coup, est-ce que ça a un impact pour vous? On a vu en fait sur la vente du journal à un moment donné l'arrivée en fait de la presse gratuite qui a été compliquée à vivre pour les vendeurs parce que la presse gratuite elle se vend généralement à l'entrée des bouches de métro, souvent à l'entrée des gares, et c'était là où étaient les vendeurs macadam. Et ça n'a pas été facile de faire comprendre que la personne qui vous vend macadam, elle ne vous le donne pas, le journal, notamment les jeunes, c'est pas si clair hein, quand un vendeur arrive. Le fait que le journal est vendu 2 euros, c'est pas si évident. Donc, il y a déjà eu cette période-là. Ensuite, c'est jamais facile hein, dans le contact dans la rue. D'ailleurs, il y a plusieurs vendeurs qui sont là, vous pourrez discuter avec lui, ils vous l'expliqueront mieux que moi. Vendre un journal, c'est un acte compliqué dans la rapidité. La crise de la presse, le développement sur les multimédias, sur le multimédia, c'est pas forcément, nous on est vraiment dans le contact physique. On n'est pas en train de passer sur du multimédia, ça c'est certain, même si on est présent sur le web depuis quelques années. C'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de lire, mais je pense que le plus important dans la rue, quand on achète un journal, c'est d'avoir le contact avec le vendeur. Vous l'avez vu, il y a des journaux qui sont ici. On met à chaque fois à la une personnalité qu'on interviewe, alors non pas pour parler de son dernier disque, de sa dernière émission télé, mais plus sur sa vision de la précarité, sa vision de la société. Mais c'est aussi un prétexte pour créer du lien avec le vendeur. Et souvent, on s'arrêtera peut-être pas forcément pour Jean ou Paul qui vendent le journal, on s'arrêtera plus parce qu'il y a tel ou tel people qui est à la une. On est alerté et là on aura quelques secondes d'arrêt et on pourra discuter plus facilement. Sur la ligne éditoriale, justement, faire venir une personnalité qui va évoquer l'exclusion, sa vision de la précarité, est-ce que ça risque pas à un moment donné de créer une espèce de vase clos, exclusion, et quelle est la ligne éditoriale? Alors la ligne éditoriale, elle s'est faite pratiquement à mon dépens. Moi je me disais, je suis journaliste, je sais faire un journal, il n'y a pas de souci. Quand les 2-3 vendeurs lyonnais étaient venus me voir, à l'époque, je leur avais dit on va essayer de faire quelque chose. J'avais demandé à 2-3 copains du club de la presse des dessins, des photos. Et je me rappelle qu'on avait fait le premier journal qu'on a sorti, donc il y a 5 ans. On avait mis une superbe photo d'un joli barbu avec un petit gobelet sur lequel il y avait marqué merci. En fait, c'était un moins bien. Et on avait fait un dossier qui était intitulé La pauvreté en France. C'était fait avec la Fondation France. Moi, je trouvais que c'était un super dossier avec une super photo, ça pouvait que se vendre. On a livré les journaux aux vendeurs. 2 jours après, ils sont venus me voir en me disant mais c'est n'importe quoi, mais t'es complètement... Enfin, ils m'avaient dit des mots plus forts que ça, mais t'es complètement dingue de faire ça. On vit nous-mêmes la précarité, on n'a pas envie de l'avoir au bout des doigts. Il faut que tu réfléchisses autrement. Nous, la difficulté qu'on a là, c'est que nous-mêmes, on est en situation dure. Tu nous fais vendre un truc dont les gens ne veulent pas entendre parler, ils ne veulent pas nous voir, ils ne veulent pas voir aussi un journal qui parle de difficultés, de précarité, de problèmes sociaux. Donc à partir de là, avec les vendeurs, on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la une. À l'époque, c'était essayer de parler des difficultés, on sait tous qu'il y a des difficultés, essayer de dire, ok, il y a des difficultés, mais il y a aussi des manières de s'en sortir. Macadam en est une, il y en a plein d'autres, il y a plein d'associations. Il y a le groupe SOS, puisqu'on est chez vous, vous avez plein de structures, plein d'initiatives qui sont intéressantes. Et c'est de montrer un peu partout en France ce qui se fait. Et puis alors, le fait de jouer dans le registre du people, c'est aussi
la manière, parce que je disais tout à l'heure, d'accrocher, d'arrêter le passant. Il y a quelque temps, on avait fait l'interview de Carla Bruni. Ça aussi, c'était une idée de vendeur qui m'avait dit un jour, on a écouté qu'elle monte une fondation, elle était première dame à l'époque, écoute, appelle-la et puis demande-lui qu'elle soit à la une de Macadam. Moi, je me dis, bien sûr, donne-moi son portable, j'appelle tout de suite Carla Bruni. Et en fait, au culot, moi je ne l'aurais pas fait, mais les vendeurs m'avaient soufflé l'idée. On a envoyé un courrier à l'Élysée, à l'attention de Carla Bruni. 2 jours après, elle m'a appelé sur mon portable en me disant, écoutez, j'ai acheté Macadam rue de Rennes, à la fac de la rue de Rennes. Je trouve le projet intéressant, je monte une fondation. Si vous êtes d'accord, je suis prête, on en parle quand vous voulez. À l'époque, on avait fait, avec les journalistes et les collègues qui sont là, on avait fait le tour de tous les plateaux télé. Je me rappelle que Canal+, on me disait, vous n'avez pas l'impression qu'elle vous utilise? Peut-être qu'elle nous a utilisés, mais moi j'ai l'impression qu'on l'a énormément utilisé parce qu'on a fait 300 passages médias en quelques jours. Donc c'est un peu un jeu qu'on utilise en tout cas pour la bonne cause. Merci beaucoup François Fillon donc pour Macadam. Du coup, un autre jeu, celui des questions-réponses, et on va vous proposer de poser une question à nos invités, donc à John Bird ou François Fillon, et un micro va pouvoir tourner dans la salle, il suffit de faire un signe. Hop. Mais du coup, je vous laisse quand même vous présenter en 2 mots et puis dire à qui vous posez la question et poser votre question. Bonjour. I think I'll just ask my question in English. I've lived in London for 6 years and I've just came back to France like 3 months ago. And I have to say I was quite shocked if you compare the number of people sleeping rough in the street in Paris with the number of people in London. So I wanted to ask John whether he could give us his main tips to make Macadam as successful as The Big Issue. I've never seen it. I've never seen anyone in the street selling it here in Paris. Whereas in London, it's like part of the culture. Anyone knows it. You can see it everywhere. I used to buy it from the local seller at Sainsbury. I don't see it here in Paris at all. And also, have you, for instance, worked with other homeless charities in London, like Crisis or Shelter? Is there any equivalent in France? That's something I don't know. Juste pour la traduction, donc la question c'est, elle a été frappée par la proportion de gens qui vendent de Big Issue en Angleterre rapportée à la proportion de gens qui vendent Macadam en France, et elle voulait savoir, demander à John Bird s'il avait des conseils à donner à Macadam pour que Macadam devienne aussi grand que The Big Issue. Et par ailleurs, elle voulait savoir s'il avait eu l'occasion de travailler avec des associations, si oui lesquelles, et est-ce qu'il y a des équivalents en France? Paris is a very different city from London, and British culture is very different from our Anglo-Saxon culture is very different from Paris. For instance, in Paris, in France, it is legal to beg, and you owe that to your revolution of 1789, I think. You can't beg in the UK. You will be harassed, you will be pushed around, you will be bullied, or you will be arrested. And the Anglo-Saxon fascination with self-help is a lot deeper. I would say that France has been a statist culture for a lot longer than the United Kingdom. It took 2 world wars for us to become a pretty statist country. But you, since the days of Napoleon, have had incredible organizations and structures, and you know where to place your paw. In England, certainly since the Victorian period, there has been thousands and thousands of small initiatives, of which The Big Issue is only the latest, where individuals have challenged poverty
because the state was not there to do anything about it. Now your state is in a pretty rough state, as our state is in a pretty rough state. But there is these kind of philosophical preconditions that will work out why, for instance, is France still one of the greatest countries that reads newspapers? Why is it that we are losing all that? Why is it that there are so many separations? I don't want to give you too much bullshit or too much of an excuse, but I think it is much more difficult to start initiatives like the big issue in the UK, in France, and I think it's really difficult to maintain a paper like Macadam when you didn't have as your godfather a man who totally and utterly believed in everything I did and made it a personal commitment between him and me. The unfortunate thing with the big issue is what happens when I die or leave. I dread to think what will happen to it. It will probably become like every other homeless project and lose its spirit. What I'm trying to do is create a new spirit. But I think there are real problems that Macadam needs to be sorted out. I believe that the best way to sort out Macadam is to give them a lot of money. That always helps. But also to look very seriously, and instead of selling on the streets, getting your vendors to become distributors and going to all the businesses and saying, come on, help us get people out of poverty, appeal to the businesses, appeal to the hotels and all that. If you don't have a big presence in the streets, if I was inventing the big issue again, sorry, I've gone all over the place, forgive me. If I was inventing the big issue again, I would be pre-ordering and delivering to businesses as much as I was selling on the streets. But even our colleague here saying that everything's all right for the big issue in England, we're having tremendous problems because there are so many other publications on the streets now. It's much more difficult to sell on the streets. The environment is changing. En fait, la culture anglo-saxonne et la culture française sont évidemment très différentes, notamment un point sur la législation. En France, il n'est pas illégal de mendier, ce qui est le cas en Grande-Bretagne. Je considère aussi que d'un point de vue un peu de la philosophie entrepreneuriale, les anglo-saxons ont adopté beaucoup plus tôt que les Français cette vision un peu du self-help, on est acteur des solidarités, mais chacun a le pouvoir d'agir, et que même en remontant depuis l'époque victorienne, de la reine Victoria, des initiatives existaient déjà à cette époque avec des individus qui avaient l'intention d'agir. Donc finalement, ça serait presque plus difficile, et c'est selon lui plus difficile en France d'avoir un journal de rue, que de Big Issue en France n'aurait pas forcément eu le même succès qu'en Angleterre, et que donc c'est effectivement un challenge pour Macadam de réussir depuis 5 ans à exister. Pour ce qui est du conseil vraiment à donner à Macadam, ce qu'il leur faut, selon lui, c'est de l'argent, et surtout peut-être adopter le modèle de The Big Issue et sortir d'une logique progressivement de vente dans la rue, et peut-être inventer des nouveaux métiers avec le système qu'il utilise de plus en plus de livraison, de précommande, d'aller démarcher les entreprises pour que les magazines soient vendus chez eux, auprès des institutionnels, et donc créer ainsi de nouveaux métiers. Peut-être juste un petit mot, moi je suis entièrement d'accord avec cette analyse. En plus, ce qu'il est en train de préconiser, on est justement nous en train de réfléchir sur le modèle économique, vous en parliez il y a 2 minutes, mais les modes de pensée, le système de protection sociale n'est pas le même non plus en France. Mais juste une parenthèse, quand le journal a été lancé, il tirait à plus d'1 million d'exemplaires à l'époque. C'était énorme. Il y avait le phénomène de nouveauté. Il y a eu à l'époque plus de 30 titres presse de rue en France. C'est retombé comme un soufflé pratiquement aussi vite. Et je voulais juste préciser une chose. Big Issue, Macadam, on fait partie d'un réseau international de la presse de rue. Je vais peut-être le dire un peu plus tard.
tard, mais de près de 130 titres qui sont présents dans 80 pays et qui suivent une charte avec chacun des modèles différents, avec chacun des fortunes différentes. Et c'est vrai que travailler en France n'est pas forcément facile pour imposer un modèle comme Macadam. Juste un petit exemple, vous parliez tout à l'heure de la police qui vous envoyait du monde. Nous, les policiers, arrêteraient plutôt nos vendeurs régulièrement. Est-ce qu'il y a une autre question? On a encore un tout petit peu de temps. Oui, ici. On va vous apporter un micro. Merci. On vous écoute. Bon, moi, je suis Mokelzoum Khalifa, la présidente d'une ONG mauritanienne, l'Organisation mauritanienne pour l'encadrement et le développement. Et je voudrais bien, ça nous intéresse les journaux de la lutte contre la pauvreté pour les sans-abri, parce qu'on en a en Mauritanie, c'est pas ce qui manque. Et je voudrais savoir si on peut présenter ou faire un partenariat avec les deux journaux Savoir si vous pouvez faire vous un partenariat avec le journal, peut-être avoir après l'échange, ça m'a l'air un tout petit peu individuel si ça vous dérange pas. Bon, on voit ça dans quelques instants. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question d'ordre un peu général? Profitez de la présence de messieurs John Byrne et François Fillon. Nous vous écoutons. Hello, my name is Mardis. I have a question for John. You said that poor people are liars and thieves and other bad qualities. They are not pure. They have no honor. Do you think that when they will get work, they will change? La traduction de la question, donc John a souligné plusieurs fois que il a dit de façon un peu volontairement provocante que les pauvres étaient des menteurs, qui n'avaient aucune loyauté, qui n'avaient aucun sens de l'honneur, ce qui considère que le fait d'accéder à un emploi leur permettra de renoncer à de plus présenter ces traits de caractère pas très flatteurs. I said the world was run by liars and cheaters. I said that the world is run by liars and cheaters who run the world. And I do believe that capitalism and advertising and all those things are forms of lies, are forms of lies. I also believe that when you are poor, the truth goes out of the window. But I didn't say that the poor were liars and cheaters. What I will tell you is when I was poor and when my family were poor, we had to lie and cheat in order to get somewhere. But I have other parts of my family who weren't so poor and they didn't lie and cheat, they had prosperity and they could move on. What I was trying to do was I was trying to give a good kicking to the idea of the noble savage. The idea that there is some kind of purity in poverty. Because I've always found that when I work with the poor, they will tell me what is necessary to get what they want. And if they're feeding their children, then they will resort to anything. But I would think it's very, very wrong to therefore say that because people in poverty need to push the truth around, that they are liars and cheaters. What they are people in desperate need. And somebody in a desperate need will resort to whatever. And that is why poverty makes criminals out of some of the people who would not be criminals if they were living a bourgeois existence. The bourgeoisie can make a choice whether they want to be truthful or untruthful. Sometimes truth comes at a very, very high price. Les pauvres, dit John, ne sont pas en tant que tels des menteurs évidemment, mais il souligne par rapport à son expérience personnelle que c'est la nécessité qui gouverne évidemment le fait de devoir mentir, le fait de devoir voler, et que dans des situations il n'y a vraiment aucune autre alternative que d'être ainsi.
Et en fait, son objectif, c'est de casser l'image qui est véhiculée en Grande-Bretagne notamment, entre guillemets, du pauvre, du pauvre qui est très fier, et donc qui a cette image qui est plutôt valorisée en Grande-Bretagne, parce qu'il l'a vécu lui, et il sait que la pauvreté fait de personnes qui pourtant intrinsèquement ne sont pas mauvaises, des criminels, et qu'elles engendrent la criminalité. Donc c'est en ça qu'il dit que les pauvres sont des menteurs, c'est que ça provoque par nécessité ces genres de traits de caractère. Merci pour votre question. On a le temps d'en poser encore une, si quelqu'un est volontaire. Oui, on va vous passer un micro. Can we have a nice question, please? I'll do my best. Et je vais la poser en français aussi. Vous disiez tout à l'heure que on a tendance à voir les pauvres comme une autre espèce. Et j'étais juste curieuse de savoir si l'inverse est pareil aussi. Si quelqu'un qui est pauvre voit les personnes moins pauvres comme étant une autre espèce aussi. I think there are real issues around who the poor are. Because if you look at the history of responses to poverty, they nearly always have been people who haven't been poor doing things for people who are poor. And I think that creates a them and us. And that is why I've always advocated that actually unless you get the poor making the move themselves, which you can help facilitate by creating Macadam or The Big Issue or Street News. You create social bridges that the poor can then take, but they then have to take it. But for a considerable, if you look at the Judeo-Christian philosophy, it really is them and us. Starting with Jesus, who's a great friend of mine, he talks about helping the poor. He talks about giving to the poor. The Bible says it is better to give than to receive. Now, if you give, then you have cleaner underwear. You have more holidays. You have a better life. And you look upon people who are not like yourself. That's why you give to them. I think there is a real danger of giving when it creates dependency, because dependency is a them and us. And I think most modern states spend an enormous amount of their money on enslaving people in this kind of state-sponsored poverty. In the United Kingdom, for instance, 85% of our prisons are full of people who get state-sponsored poverty in the form of benefit. That means they are another species to most people. En fait, sur cette idée qu'il y a une opposition entre eux et nous, les pauvres et les riches, ils considèrent que c'est quelque chose qui a toujours existé, qui est solidement ancré dans la culture occidentale notamment, qu'on retrouve dans la Bible par exemple, selon lui, et que The Big Issue et Macadam, à leur niveau, ont pour vocation de créer des ponts entre le eux et les autres. Et justement, ces ponts, ce sont les pauvres qui doivent eux-mêmes les emprunter. Encore une fois, pour lui, le danger réside réellement dans l'attitude aussi qu'on a par rapport aux personnes qui sont exclues. S'il s'agit de rester uniquement dans une logique de don, le risque de les maintenir est de les maintenir dans cette situation. Et par ailleurs, ce ne sont pas forcément les individus qui participent le plus, mais également, selon lui, les États modernes qui, à travers les aides sociales, n'ont pas forcément
la bonne démarche à cet égard. Donc pour lui, on retombe vraiment sur cette logique de le self-help, il faut qu'ils s'aident eux-mêmes et c'est ainsi qu'ils pourront sortir de la pauvreté. Voilà, c'est l'occasion de vous remercier d'être venu. Je vais laisser la parole pour la clôture et de remercier aussi nos invités de s'être prêtés au jeu de l'entretien, John Bird et François Fillon. Voilà, je te laisse clôturer cela. Alors juste pour vous dire, donc, que le mardi 18 décembre, donc la semaine prochaine, on se retrouve pour un alter-mardi en mairie du 14e arrondissement sur le visage de la banque en 2020. Et l'occasion, encore une fois, de remercier nos partenaires, tout particulièrement Macadam dans l'organisation de cet événement et les autres partenaires, Crédit Coopératif, Atelier, Mairie de Paris, Interdépendance et Radio Éthique. À très bientôt. Sorry, I'd like to say thank you for inviting me to this talk. I am not the usual entrepreneur and I'm not the usual ex-homeless person, but I'm totally committed to the idea that organizations like Macadam need us. They need, every one of us needs to get behind Macadam and spread the word. And we need to go into our offices and say to the office, the HR, the corporate social responsibility people, and say, why don't you take a subscription for Macadam so that Macadam can then start employing people to deliver those things or post them out or whatever. We've got to try and turn Macadam into a more sustainable social business, so that it's not just 10,000 copies, it's 100,000 copies, and then they can begin to really work their magic. They're working magic at the moment, but the magic needs to be made a lot bigger. And I think if we did that, then Macadam would make major changes. Je voulais juste souligner une fois encore qu'il fallait absolument soutenir des initiatives telles comme Macadam en l'occurrence, que Macadam a réellement besoin de nous et notamment qu'il faut que chacun aille démarcher dans son entreprise pour dire qu'il faut s'abonner lorsque ça sera possible à Macadam et ainsi faire en sorte que Macadam devienne un dispositif qui grandit, qui continue de grandir. En attendant, juste je rappelle que les vendeurs de Macadam sont là, donc vous pouvez de toute façon acheter un numéro de Macadam à la sortie de cette conférence. Merci à vous. Ciao.